Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Bonjour à tous, mon invité du jour est Margot Chevrier, perchiste de haut niveau, multiple championne de France, qui tutoie les sommets mondiaux tout en poursuivant ses études en médecine. Vous l'avez peut-être vu, sa grave blessure à la cheville à quelques mois des JO de Paris ont fait le tour du monde. Elle va évidemment nous en parler, mais pour commencer, Margot, je vais te proposer de te présenter à travers un objet symbolique pour toi. Qu'est-ce que tu as choisi de nous partager? Alors, j'ai décidé d'être un vieux livre, un vieux livre avec une histoire compliquée, qu'on est obligé de lire plusieurs fois pour vraiment comprendre, voire peut-être même pas comprendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Un peu un livre genre Inception, mais qui aurait traversé le temps et qui fait que, c'est quand même un objet qu'on retrouve des siècles et des siècles après. Les livres, ça bouge quand même pas trop et ça s'abîme, ça s'use, mais ça reste quand même, plutôt un objet qui dure. Et ouais, je dirais que c'est ça, parce que finalement, tous les mots qui sont choisis, ils sont choisis pour vraiment avoir un sens et une histoire. En même temps, l'histoire, elle peut bouger au fil du temps. De chapitre en chapitre, il y a d'autres choses. Et bon, là, le seul non, mais le plus vieux que j'ai trouvé chez moi, c'est ça. Donc en plus, je crois que c'est l'histoire du premier chirurgien en France. Ça faisait un peu le parallèle, mais ça me plaît bien de me dire que voilà, ça dure dans le temps et qu'il y a plein de rebondissements, parce que là, dernièrement, c'est un peu ma vie quand même. Et puis, ouais, j'ai toujours aimé lire et il y a toujours eu plein de livres à la maison, donc je dirais un livre. J'ai eu une référence à faire. Je devais dire que j'étais une chaussette, mais je trouvais qu'un livre, c'était quand même. Mais oui, en plus, un livre avec des mots, et on peut l'imaginer avec des mots MAUX, comme tu as pu les vivre dernièrement. Et Exactement. avant de parler plus loin de ta blessure, si tu veux nous parler de ton sport, si tu es perchiste, et puis qu'est-ce que ça représente pour toi, ce sport? Alors, je fais du saut à la perche, en effet. Globalement, je dirais que c'est le sport par excellence qui associe à la fois des repères dans l'espace, à la fois de la force, mais il faut aussi quand même de la finesse pour pouvoir sauter techniquement. On peut jouer sur tous les avantages des gabarits et tous les inconvénients aussi. Et c'est tellement complet qu'en fait, quelqu'un qui est pas rapide va pouvoir jouer sur de la technique. Quelqu'un qui est très fort, mais qui du coup va être plus lourd, va pouvoir jouer sur le matériel. Et en même temps, justement, avec toute cette complexité, il faut gérer la météo, le vent, toi aussi, comment tu te sens. Et je pense que c'est ce qui peut me sauver un peu aussi avec mes changements de cheville, d'impulsion. C'est qu'il y a tellement de choses à travailler. On n'est jamais parfait, on va toujours vers cette performance et cette perfection, et du coup, le travail à faire, il est immense et c'est trop cool, en fait. T'apprends toujours un peu plus, tu t'adaptes aussi selon les conditions. Ouais, puis il y a une grosse partie de mental, enfin, qui est pour le coup hyper importante à la perche et qui peut faire vraiment la différence. Et moi, j'avais cet avantage-là finalement, parce que j'étais vraiment, enfin, bidon au début, et je faisais 30 kilos, j'étais vraiment pas sprinteuse, enfin, je le suis toujours pas d'ailleurs, mais mon seul vraiment gros avantage par rapport aux autres, c'est que j'avais pas peur. Et en fait, moi, limite, plus ça fait flipper, plus j'aime bien. Donc du coup, t'y vas un peu à corps perdu, et c'est ce petit pic d'adrénaline qui est tout le temps présent, parce que même quand t'as pas peur, quand même, des fois, tu te dis: «Ouh, là, il va y avoir un petit boost», et moi, j'aime trop ça, et je pense que c'est presque ça qui m'a le plus manqué. De sauter, c'est chouette, mais en fait, en bout de piste, quand tu vas pour sauter, quand tu es en compétition, quand tu changes de perche et que tu sais que tu prends un peu un risque, ce truc-là, de plus l'avoir, c'est vraiment dur. C'est le plus frustrant pour toi? Mmh. Ouais. Avant de parler justement de ces frustrations-là, qu'est-ce qui fait que t'as démarré la perche? En fait, c'est un peu par hasard. Alors, j'ai commencé l'athlé parce que mon père en faisait quand lui, il était jeune et qu'il reprenait la course à pied. J'ai fait plein d'autres sports avant et je voulais toujours faire de l'athlé parce que mon père en faisait, et il me disait: «Attends un peu, t'es jeune. Si tu commences trop tôt, tu vas t'en dégoûter très vite. Et puis l'athlé, quand on est vraiment petit, c'est pas le sport le plus rigolo». Et du coup, j'ai attendu, et à la fin du collège, je crois, j'ai commencé l'athlé. Puis en fait, au début, on est obligé de faire de tout. Donc j'ai fait du lancer de poids. Ça m'a pas trop, pas trop réussi. Mais quand on a fait la perche, en fait, c'était
un peu comme une évidence de alors comme par hasard, le sport le plus, risqué, on va dire et le plus casse-cou. Ça n'a pas du tout étonné mes parents, mais c'était toujours ouais, c'était marrant. En même temps, il y avait déjà des sensations, même quand on commence jeune et que, bah, il y a pas de flexion de perche, mais tu prends un peu de hauteur, tu tentes des choses, ça fait flipper et moi, j'aimais trop ça, j'étais beaucoup trop casse-cou pour faire juste du sprint. Ouais, donc ce que j'entends, les sensations fortes, le fait de s'amuser, c'est ce que tu vas Ah ouais, chercher dans le sport. mais dans tout, en fait, hein, je me rends compte, il faut pas monter avec moi en voiture, par exemple. Et donc là, bah, explique-nous, ta blessure, ce qui s'est passé, parce que là, il y a rien de marrant, et par contre, il y a des sensations fortes. Ouais, il y a eu des sensations fortes, c'est le cas de le dire. Bah, en fait, j'étais aux championnats du monde en salle à Glasgow, donc en mars 2024. Je fais un saut, alors qui était pas fou et qui était, c'est un peu la conjoncture de plein d'événements qui font que, bah, voilà, les pourcentages de chance étaient très faibles, mais c'est tombé à ce moment-là et du coup, je me rattrape mal. Je saute, j'aurais pu refuser le saut, mais du coup, bah, comme on vient de le dire, je suis pas trop de ce style-là et je me dis toujours que ça peut passer. Puis tu es aux championnats du monde, donc sur un malentendu, ça passe. Et en fait, j'ai pas trop d'autres solutions que de lâcher la perche, donc tout en haut de mon saut pour essayer de me récupérer bien. Et en fait, je me récupère pas bien du tout et du coup, je me fais une fracture ouverte luxée du talus. Donc en gros, entre le talon et le tibia. Et on est à Glasgow, donc bah, prise en charge, sur la piste, ensuite prise en charge à l'hôpital, opération et rapatriement, la semaine d'après. Et ensuite c'est toujours encore un peu, mais ça a été, ouais, une épopée, c'est vraiment le terme, quoi. C'est une épopée pour revenir et pour pouvoir recourir, pour pouvoir remarcher, pour tenter les jeux évidemment, mais même après les jeux, ça a continué à être compliqué pendant longtemps et je commence là à voir un peu la fin du tunnel, je sais pas, mais en tout cas, maintenant, je sais qu'il y a un peu de lumière au bout du tunnel et qu'il faut juste encore du temps et continuer à faire les choses dans le bon sens. D'ailleurs, la vidéo est très, très impressionnante, elle a fait le tour du monde. Et toi, comment tu t'es sentie, enfin, quel impact ça a eu immédiat, sur toi? Tu t'es dit vraiment là, c'est grave? En fait, sur le moment, donc je savais pas ce que j'avais. Je pensais que j'avais une fracture ouverte du tibia. Bah, du coup, je me suis dit: «Bon, une fracture, c'est pas si long, ils vont mettre un clou, on enlèvera le clou plus tard». Enfin, j'étais vraiment un peu pragmatique. Alors évidemment, tu as mal et tu flippes, mais ça, c'est, assez rapidement, j'étais dans le truc de OK, ils vont faire ci, ils vont faire ça, derrière ça va faire tant de semaines, tant de mois et ça va passer pour les jeux. Et en fait, quand, ils ont commencé à dire que c'était le talus, que du coup c'était intra-articulaire, là je me suis dit: «Ça va peut-être être plus compliqué». Mais quand même tu t'accroches à ça et puis tu te dis en vrai on est tous, enfin on est particulier quand on est sportif et je pense encore plus à ce niveau-là et du coup, déjà lâcher l'affaire, c'était pas possible. Et puis même au niveau de la rééducation, on sait qu'on est tous un peu hors protocole donc tu t'écoutes pas trop les limites et les dates que te donnent les médecins. Et puis bon, après maintenant qu'on l'a fait et que c'est encore un peu sur la table, on se dit: «Bon, bah, voilà, c'était pas si déconnant que ça ce que m'ont dit les chires et c'était en effet plus compliqué que prévu». Mais sur le moment, je vais dire que c'était assez facile parce que alors évidemment, il y avait la douleur, il y avait le truc, c'était hyper médiatisé, donc la vidéo, elle a tourné partout, les photos, c'est pas le meilleur jour de ta vie et pourtant c'est celui-là dont on parle le plus. Puis ça touchait mes proches parce que entre ceux qui étaient là et ceux qui étaient pas là, mais qui ont eu l'information que par les médias au final, ça me touchait que ça les touche eux parce que nous, on est un peu blindés par rapport aux médias et on sait qu'on est sur le devant de la scène, donc on sait que quand ça se passe mal ou qu'il y a un truc un peu, rocambolesque, ça va être, hyper diffusé. Les proches, ils le sont beaucoup moins préparés à ça et je pense que c'est ce qui m'a touchée le plus au final. Parce que les jeux, ça a été dur après les jeux, en fait. Quand j'ai vraiment bah, «abandonné» entre guillemets le projet et que les jeux sont passés, là, je me suis pris un peu le retour. Mais sur le moment, j'étais tellement dans le truc de «ça va passer et je vais faire tout ce qu'il faut pour». Et du coup, tu as à nouveau un objectif. Il s'est passé peut-être, 3 minutes où j'ai plus eu d'objectif en me disant: «Oh là là, non les jeux. Non, bah, c'est bon, ça va le faire les jeux et je vais mettre en place ce qu'il faut». Donc tu changes d'objectif, c'est certain, mais tu le fais d'une autre façon et tu as à nouveau des objectifs, très précis, semaine après semaine. Tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas y aller. C'est sur ça, franchement, c'était pas si dur. Et justement là, tu parlais de, bah, ton entourage qui a été, très touché. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Parce que ça, on n'en parle jamais finalement, que Ouais, difficile aussi ben, pour eux. alors sur place, dans les tribunes, il y avait mes parents qui sont arrivés genre, je crois le matin même et qui repartaient le lendemain matin. Donc c'était vraiment, l'aller-retour au dernier moment. Ils ont trouvé des places, sur le marché noir, des places de l'athlé, enfin et eux, en fait, ils étaient juste à côté du tapis, mais un peu trop bas par rapport à en fait, comme je suis tombée, j'étais, dans les avancées du tapis, donc un peu en contrebas par rapport à eux, donc ils me voyaient pas. Enfin, en tout cas, ils voyaient pas mon pied. Alors tant mieux, mais bon, ils ont vu les photos et les vidéos après, mais en tout cas, sur le moment, je pense que c'est flippant déjà parce que tu sais que c'est de la perche et que c'est dangereux, que tu sais pas ce qui se passe complètement. Tu es là, mais
tu peux pas aller sur la piste, tu peux pas te renseigner. Tu vois juste que c'est hyper long avec toute une pelletée de médecins qui sont autour. Et moi, j'essayais de leur faire un peu des signes, mais je faisais ça pour dire que c'était cassé. Il y en a qui pensaient que je faisais la Tour Eiffel pour dire que les jeux c'était mort. Enfin, en fait, finalement, c'est vrai que d'un signe un peu vaste, on peut en faire ce qu'on veut. Et je sais que Thibaut Collet, qui était un peu plus haut dans les tribunes avec ses parents, lui, je crois qu'il a vu ce qui se passait et il a capté tout de suite que bon, ça allait être compliqué. Et puis, bah, quand t'es perchiste, je pense que ça te touche un peu différemment aussi parce que tu te dis que ça peut être toi, que c'est entre guillemets un proche aussi. Pour ceux qui étaient à distance, je pense que ça a été pire parce que du coup, la seule info que t'as, c'est l'info de, en fait, tu me regardes à la télé, puis d'un coup, tu me vois plus. Ils mettent les écrans noirs. Ils disent que probablement c'est un tibia, mais on n'en sait pas plus. Et en fait, là, t'es coupé parce qu'au niveau média, il n'y a pas encore tout ce qu'il y a eu 1 heure après. Mes parents, forcément, dans les tribunes, ils sont pas en train de regarder leur téléphone pour dire si, si, t'inquiète, parce qu'en plus, ils se doutent que ça va pas parce qu'ils voient que ça va pas. Donc je pense que cette zone-là de on sait pas encore ce que c'est et en même temps on comprend bien qu'il y a eu un truc grave, c'est compliqué et c'est hyper angoissant. Et puis après, il y a eu ceux qui étaient sur les lives un peu étrangers sur lesquels il n'y a pas eu d'écran noir et où du coup il y a eu toute la prise en charge. Je pense qu'il faudra la passer dans les CHU, c'est pour ceux qui veulent savoir comment on fait ça. Mais où il y a eu tous les angles, les vues de côté, les ralentis, tout ça. Et c'est de ces vidéos-là que ça a été après sur les réseaux sociaux. Et ceux-là, bah, ils ont vu les vidéos sous tous les angles. Je pense que déjà, c'est choquant quand ça arrive à un proche. C'est choquant parce que c'est aussi une blessure qui est bah, dégueu au final. Et là, le truc d'avoir les deux en même temps et de pas avoir d'infos, bah, en fait, ça fait machine à laver, quoi. On reviendra pas sur toute ta rééducation très spécifique parce que tu en as parlé dans le podcast Athlètes mondiaux. Longuement, j'en ai parlé. Voilà, exactement. Donc, je vous invite vraiment, pour ceux qui veulent l'aspect très protocolaire, rééducation, à aller l'écouter. Mais nous, voilà, on va plus parler de l'aspect mental, les à côté de la blessure. Et bon, alors, c'est ce qu'on disait. T'avais les jeux en vue, t'as ça qui t'arrive. Bah comment tu gères ça mentalement? Tout le début, c'est facile parce que, enfin, c'est facile. Tout est relatif, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il y a eu après, c'était facile parce que en fait, les avancées, c'est noir ou blanc, en fait. C'est tu marches pas, puis tu marches. T'avais un plâtre, puis tu l'as plus. Il y avait des points sur les sutures, puis il y en avait plus. La greffe, tu sais pas à quoi elle ressemble, et puis finalement, ça se passe mieux. Enfin, c'est bête, mais c'est très visuel, en fait. Et en même temps, bah, tu t'as plus qu'une béquille au lieu de deux. Enfin, ça va quand même assez vite. Et tu reprends l'entraînement pour faire des abdos, de la muscu, des choses comme ça. C'est toujours hyper encourageant parce que tous les jours, il y a un truc. Et puis au début, les avancées, c'est j'ai réussi à prendre ma douche toute seule. Donc ça paraît ridicule, mais à ce moment-là, tu as besoin que de ça, c'est de pouvoir prendre ta douche tout seul, de pouvoir aller faire pipi dans la nuit, enfin des trucs bêtes mais hyper importants. Et puis après, le premier séjour au centre de rééducation, c'était aussi assez facile parce que ça allait vite, il y avait des grosses avancées, et tu quand même assez loin de l'échéance. Donc tu te rends pas compte que ça arrive vite. Ça arrive vite, mais tu progresses vite aussi. Puis après, tu arrives à un plateau où là, c'est plus dur à partir du deuxième séjour. Je pensais que j'allais courir et puis en fait, il a fallu retarder d'une semaine. Ensuite, j'ai pu faire des footings, mais je pensais que j'allais sprinter. Enfin, c'est assez t'es brinque-ballé dans tous les sens, en fait. Tu pensais que ça passait, puis ça passait pas. Puis en même temps, ça, tu pensais que ça passerait jamais avant 3 mois, puis en fait, tu le fais demain. Et c'est dur de se rendre compte de à quel point certaines choses sont sollicitantes et à quel point d'autres le sont. Bah, pas tant que ça, finalement. Donc, t'es tout le temps un peu remué dans tes convictions, ce que tu pensais pas arriver, puis en fait, ça arrive. Bah, les déceptions et les moments qui sont super chouettes parce que c'est assez incroyable finalement de remarcher et de s'en rappeler. C'est vrai que ça met le mental à rude épreuve, mais encore une fois, tant qu'il y a la date, il y a la date et tu sais que tu avances, tu sais que tu progresses. Une fois que j'ai eu remarché, recouru, refait alors c'était pas du sprint, mais ça, c'était un peu plus rapide qu'un footing. Là, c'est devenu assez long parce qu'en fait, le reste, ça demande beaucoup plus à la cheville et surtout, ça demande du temps parce que musculairement, c'était pas tant le souci. Sur l'articulation, c'est clair, il y avait des problèmes de mobilité, mais c'est aussi des chocs et de la charge d'entraînement qui pouvaient pas être repris tout de suite et une certaine sécurité sur la cheville que j'avais pas et qui est venue vraiment beaucoup plus tard. Et donc, tu commences à te rendre compte qu'en fait, tu peux pas sauter, tu peux pas impulser, tu peux pas courir à fond ou en tout cas, tu peux courir de plus en plus vite, mais pas du tout relâcher. Et là, ouais, le mur, tu sens qu'il commence à arriver et c'est à chaque fois un petit muret, un petit muret, un petit muret. Et donc, tous les jours, c'est usant. Plus le fait que tu as mal tout le temps, parce qu'en plus, tu t'entraînes tout le temps pour essayer de revenir tout le temps. Donc, tous les jours, tu as mal. Tous les soirs, tu te couches, tu as mal. Le matin, tu te réveilles, c'est pire. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment la partie chronique du truc qui fait que t'en as pas pour 3 mois. T'en as pour des mois et des mois et des mois. Et tu sais pas quand est-ce que ça va. Tu sais pas quand est-ce que tu auras plus mal, en fait. Je pense que c'était le plus usant dans tout ça. Et en lien avec les JO,
C'était quoi le timing, par rapport à ça? En gros, pour donner un ordre d'idée, je me suis blessée 5 mois avant, la finale, enfin la qualif et j'avais jusqu'à 3 semaines avant le début quasiment pour, faire un peu le test event de la fédé pour dire si j'étais capable ou pas de sauter et à quelle hauteur. Le truc, c'est qu'en fait, jusqu'au dernier moment, comme il y avait des moments où tu es sur un plateau, puis d'un coup, tu passes au step du dessus, en fait, jusqu'au dernier moment, tu te dis: «Il manque pas grand-chose, donc en fait, si ça se trouve, la semaine prochaine, j'ai le step du dessus». Donc en fait, jusqu'à, 3 jours avant la date, tu te dis encore: «Faut s'accrocher, continuer parce que ça peut marcher» et en fait, a posteriori, quand je vois combien de temps après j'ai pu ressauter, recourir, je me dis: «Mais comment j'ai pu me dire ça à ce moment-là?» et en fait, si c'était à refaire, je pense que je me redirais la même chose et je pense que tout le monde se dirait la même chose et donc du coup, jusqu'au dernier moment, un peu, je crois que j'ai remarché à un mois et demi, 2 mois, je remarchais bien. À 3 mois, j'ai fait le premier footing bien sans haltères sans vraiment en poids de corps et là, tu te dis: «Mais en fait, j'ai 2 mois avant les Jeux. En 3 mois, j'ai fait tout ça, on est large, en fait» et en fait, on n'est pas large du tout donc les semaines passent, les mois passent et puis on se retrouve à une semaine du test event et tu peux toujours pas sauter, comme tu veux, tu peux pas non plus sprinter comme tu veux et là, tu te rends compte que de toute façon, même si tu pouvais le faire, ce serait hyper dangereux parce que j'étais incapable de gérer une réception qui se passe mal, un retour piste, juste atterrir debout dans le tapis. J'avais trop d'instabilité pour pouvoir le faire, safe et du coup, petit à petit, tu te dis: «Bon, là, je commence à me préparer dans ma tête», mais puis tu prépares les proches aussi parce que, les gens se rendent moins compte, ils sont pas dans le quotidien et puis même toi, en sensation, tu commences à sentir que là, ça va pas le faire. Mais il y a que toi qui as tes sensations donc puis après du coup, finalement, j'ai fait l'annonce officielle une semaine avant les Jeux. 10 jours, je crois, avant les Jeux. Donc du coup, ça fait très court entre le moment où vraiment pour toi ça s'arrête et le moment où en fait pour tout le monde ça commence et il faut que tu te mettes dans la tête que, du coup ça commence pas pour toi en fait parce que tu y es pas. Et là, c'est la semaine où tu te dis: «Ah ouais, en fait là j'y suis pas et j'y serai pas» et un peu tout c'est même pas que tout s'écroule, c'est que tout s'arrête. Je Du jour au lendemain, tous tes objectifs de vie et ce pourquoi tu te préparais depuis des années, en fait la carotte elle est d'un coup plus au bout et tu te dis: «Ouh là, et je vais me lever pourquoi le matin du coup, ça va être quoi le enfin comment je fais quoi en fait? Tu sais pas comment faut faire s'il y a pas les jeux. Je pense que tu le vis déjà après les jeux sur, la période où il y a à nouveau 4 ans. Mais là en plus du coup moi je sortais de 4 ans où c'était ça mon point d'ordre finalement de ma carrière à ce moment-là et tu te dis: «Mais j'ai même pas la certitude que dans 4 ans ça va se passer». Donc en fait si ça s'arrête, vraiment ma carrière sur cette sortie en civière, je vais faire quoi derrière quoi? Donc c'est un peu ce mur-là, ouais, que tu te prends. Enfin moi, en tout cas, je me le suis pris pendant les Jeux. Pendant et on va dire, 1 semaine avant jusqu'à 2-3 semaines après où tu te dis: «Ah ouais, en fait, mon quotidien, c'est quoi, s'il y a pas ça?» Ouais, en fait, ce que j'entends, c'est que tu as quand même une part en toi ultra idéaliste et qui veut y croire jusqu'au dernier moment, pour éviter finalement de sentir ce truc de: «Qu'est-ce que je vais faire sans sport, sans ces gros objectifs?» et souvent c'est, cette part-là intérieure qui, soit nous fait de la récidive parce que, on aura trop forcé, parce qu'on y a tellement cru, ou ouais, celle qui va nous faire bien plonger, bien bas parce que, on Ouais, n'était pas c'est du tout ça. dans la réalité. Ça a été mais après, même en ayant plongé bien bas, après les Jeux et les quelques mois qui ont suivi, si c'était à refaire et si c'était une autre blessure ou si c'était un autre athlète qui me demandait, en fait, je changerais rien parce que de toute façon, être au fond du trou, il y a un moment donné, il va falloir l'être parce que, tu passes quand même à côté d'un énorme truc et que tu te fais à toi un énorme truc aussi. Donc c'est quand même, même en dehors des objectifs, c'est un truc à gérer. Mais en fait, ça m'a tellement fait gagner des choses pendant ma rééducation, ce que j'ai réussi à faire parce que du coup, le seuil de douleur, c'est plus le même parce que tu as cet objectif-là. La temporalité, c'est plus la même. Tu peux faire des choses beaucoup plus vite que les autres. Tu deviens autonome beaucoup plus vite que les autres. Et au final, sur ce que j'ai gagné sur ma cheville, je pense qu'il y a une des raisons pour lesquelles je peux faire des choses maintenant que j'aurais jamais dû pouvoir refaire, c'est pas juste parce que je récupère mieux que les autres. Je pense que c'est beaucoup parce qu'en fait, on a tellement fait, alors sans prendre de risques non plus sur la cheville et sur le long terme, mais on a tellement fait vite parce que, moi j'encaissais ça bien, parce qu'il y avait cet objectif et parce que c'était hyper important, qu'en fait, les étapes, elles ont été passées assez rapidement et donc mieux que ce qui aurait dû
être, je sais pas, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Moi, le chir, il m'avait dit: «Le premier footing, ce sera à 5-6 mois» et à 3 mois, j'étais en train de courir sur la piste, au cerf et tu te dis: «Bah, en fait, peut-être que si vraiment j'avais attendu 6 mois, tu as encore plus d'adhérence, tu as encore moins de mobilité, du coup, les douleurs, c'est pas les mêmes, tu as plus envie de te remettre là-dedans parce que tu as passé un cap». Là, l'avantage, enfin, c'est un peu comme les études, quoi. Une fois que tu es dedans, tu es lancé et tu continues. Si à un moment donné, tu fais un temps d'arrêt, tu arrêtes, puis tu veux revenir, quand tu reviens, c'est dur et du coup, tu le fais pas ou pas complètement. Là, c'était un peu l'avantage aussi et je pense que ça m'a beaucoup servi. Ça a été hyper dur après, mais ça m'a beaucoup servi sur le moment et je pense que vraiment, si c'était à refaire, je changerais rien. Et tu disais justement, bah, que tu étais tombée, bien bas et que c'était vraiment difficile. Est-ce que, tu veux nous en parler, là, pour qu'on se rende compte à quel point, c'est toute une vie qui change? Ouais, bah, en fait, on va dire, enfin, je vais pas dire tu perds tout parce qu'au final, avec du recul, tu perds pas tout. Mais sur le moment de ce que tu connais, de comment tu as grandi, enfin, pour beaucoup, on commence notre sport quand même assez jeune et on va dire qu'en gros, toute l'adolescence, le lycée, le début de la fac où, bah, je sais pas, tu as tes expériences, tu apprends des choses, tu en apprends sur toi, tu fais des conneries. Nous, on n'a pas ça parce qu'en fait, on se connaît en tant qu'athlète, on se connaît par cœur. Même sur la préparation mentale, il y a des choses qu'on va creuser que les autres creusent pas du tout. Mais par contre, tu te connais que sous cette facette, finalement. Et du coup, quand cette facette-là, elle existe plus, du jour au lendemain, enfin, moi, j'étais là, et je vais faire quoi de mes journées, du coup? Alors que je suis hyper active, je suis tout le temps occupée, je suis tout le temps en train de faire plein de trucs, mais tous les autres trucs étaient tellement, heu, bah, bas par rapport à la hauteur de ton projet, de ce que tu fais, de l'investissement que tu mets tous les jours. En fait, tu dis: «Mais du coup, ouais, vraiment, là, je vais faire quoi? Si l'athlé, ça recommence pas, si je reprends pas mon niveau, si je m'entraîne», parce qu'en fait, les 10 prochaines années, elles étaient vraiment, elles étaient calées. Tu as tes objectifs, sur 6 mois, tu sais ce que tu vas faire, où tu vas être le week-end. Là, j'étais là à me dire: «Mais en fait, du coup, je fais quoi lundi?» Bah, j'ai rien de prévu lundi. Parce que du coup, bah, après les jeux, j'ai calmé la kiné. J'ai fait 1 mois et demi en gros de rien du tout. Plus de prep mentale, plus de kiné, plus de stade et je suis partie en vacances, 1 semaine. Dans ma valise, il y avait pas de basket et j'avais jamais fait ça et du coup, c'est fou la place qu'il y a dans une valise d'ailleurs quand il y a que des affaires de ville et je me rendais compte et en fait, à chaque fois que je faisais un truc, je me disais: «Mais là, en fait, je vais pas m'entraîner aujourd'hui et du coup, je vais pas non plus chez le kiné». En fait, 24 heures, c'est hyper long et 24 heures avec toi-même que tu connais pas, en tout cas sous d'autres facettes, ça Ouais, t'enlève une partie de ton identité, en fait. exactement. Et comment tu as fait justement pour, te retourner et aller voir, bah, ton identité de femme, d'étudiante, voilà, pas juste de sportive, athlète? Ben, j'ai attendu 1 an. En vrai, alors si, quand même, la finalité, c'est que j'ai attendu 1 an parce que j'ai repris la prépa mentale qu'en mars et Mmh. j'avais coupé et en fait, après, je me sentais pas de déjà, tu as tellement foutu de trucs sous le tapis que ton tapis, il devient énorme et il y a un amas dans ton salon de problématiques que tu as vraiment glissé sous le truc et tu te dis: «Mais là, en fait, si je dois soulever le tapis, je vais me prendre un tsunami». Du coup, on verra demain et sauf qu'en fait, il y a un moment donné où le demain, ça devient de plus en plus gros et ça commence à déborder du tapis et tu dis: «Bon, là, en fait, il faut que je fasse quelque chose». Je me voyais pas retourner en prep mentale parce qu'il y avait plus cet objectif de performance, je savais pas où j'allais, je savais pas combien de temps ça allait durer et en fait, de pas avoir de date, du coup, tu te dis: «Mais si ça se trouve, ça va être ça toute ma vie, en fait». D'avoir mal, de galérer, où tu mets ta limite de: «Je suis pas revenu» ou en tout cas pas au niveau que je voulais. Est-ce que ça m'amuse toujours et c'est quoi l'objectif? Parce que si je me remets une date mais que ça passe pas non plus, tu te reprends un 2e mur et en fait, mis bout à bout, du coup, bah, il y a des trucs sur lesquels je me laissais un peu vivoter, de me dire: «Bah, je vais au stade, plaisir», on va dire. Je faisais quand même ma rééducation mais avec un rythme beaucoup moins intense. J'allais au stade, mais si j'avais mal, je faisais pas et si j'avais pas mal, je faisais mais tu regardes beaucoup moins les progrès parce que déjà, ils sont beaucoup plus faibles et parce que je sais pas comment expliquer, mais comme tu as plus de date, en fait, s'il te faut 5 ans pour revenir, bah, il te faudra 5 ans et puis du coup, je pense j'ai repris un peu le bol d'air que j'avais pas pris avant les Jeux et puis après j'ai eu l'avantage aussi de reprendre j'avais une année de césure pour les Jeux, donc j'ai repris mes études et les stages au CHU et ça, c'était un peu ouais, le bol d'air de tous les matins. J'avais des responsabilités, j'étais étudiante comme tout le monde et c'était un peu l'endroit où du coup on me posait pas la question, et du coup ton pied et machin et en fait presque ça me saoulait quand, du coup vu que j'avais enfin j'ai toujours des aménagements, je suis en stage que les matins, les autres sont en temps plein et du coup quand il fallait que je dise: «Bah ouais, je suis que le matin parce que l'après-midi je m'entraîne». «Ah bon, tu fais quoi?» «Bah de la perche». «Ah ouais, tu as fait les jeux?» Bah, du coup, non. Ou alors: «Pourquoi tu es venue sur Bordeaux?» «Bah, parce que je me préparais pour les Jeux». «Ah ouais, trop incroyable, alors c'était comment Paris?»
Dans les tribunes, c'était cool, ouais, c'était super chouette et en fait, même toi, tu sais plus comment te présenter parce que pendant des années, tu t'es présenté comme, athlète pro et je prépare les jeux et quand on te demandait: «C'est quoi l'échéance?» En fait, tes réponses, elles sont toutes faites. Ah, ben, ouais, je suis athlète pro, mais je suis blessée, mais je sais pas combien de temps ça va. Il y avait toujours un mais, en fait et en dehors de ces moments-là, où tu as quand même beaucoup plus de monde qui te connaît pas, surtout que c'est dans une nouvelle ville, donc c'était dans une nouvelle fac aussi. Moi, j'avais laissé quand même pas mal de choses de ma vie d'avant, on va dire. C'était assez nouveau à chaque fois et du coup, c'était plus facile parce que tu passes plus facilement incognito et donc tu peux vraiment laisser le stade en dehors du CHU et aller juste t'occuper des autres et du coup, tu as beaucoup plus de place dans ta tête parce que tu es pas en train de t'occuper de toi, en fait. Genre, je pense, à un moment, j'en ai eu un trop plein de tout le temps m'occuper de moi parce qu'il fallait que je m'occupe de mon pied, qu'il fallait que j'y pense tout le temps, qu'il y avait tel truc à telle heure, mais du coup, si j'ai rééduque le soir ou entraînement, bah, je peux pas aller faire mes courses le matin parce que machin. Et en fait, ça faisait du bien juste d'être au CHU et c'est bête, mais à la fois de voir d'autres gens qui ont mal ou qui ont des maladies chroniques ou qui boitent et je me disais: «Ah ouais, enfin, je suis pas la seule» et en même temps, de te dire, bah, justement, parce que j'ai vécu, je peux aider d'autres gens d'une autre façon et apporter autre chose et en fait, je pense que je suis devenue beaucoup plus à l'aise avec les patients, avec, certains trucs de la maladie, des douleurs qu'on comprend pas complètement, en fait, tant qu'on n'y est pas passé et quand on est jeune, on n'y passe quand même pas trop et du coup, ça devenait vachement plus simple et je pense qu'il y a plein de discussions que j'ai eues avec des patients qui sont maintenant naturelles alors qu'il y a 2 ans, j'aurais pas pu les avoir parce que ils m'auraient parlé chinois. Voilà, tu es médecin ou tu es étudiant en santé donc tu prends soin des autres quoi qu'il arrive et t'écoutes. Mais là, au-delà d'écouter, je pouvais échanger avec eux vraiment en comprenant. Et je leur disais pas juste, ouais, ouais, j'imagine pas, mais ou j'essaye. Enfin, je comprends, ça doit être dur. Là, ouais, je comprends, c'est dur et c'est ok. Et t'inquiète. Donc ça faisait du bien et je pense que c'était, enfin, réciproque entre guillemets. Je pense qu'il y en a plein à qui ça a fait du bien et on pouvait en discuter vraiment quoi. Mais c'est ultra important ce que tu dis, l'aspect, communauté, entraide, Ouais. pour moi, c'est essentiel et d'ailleurs dans les accompagnements que je fais, des sportifs blessés, il y a ce côté-là où, voilà, on a la team des fêlés, qui peuvent s'entraider, partager, des astuces, ou juste, bah, se sentir compris quoi et ne pas être seul parce qu'il y a rien de pire, ça va aller. Ouais, c'est ça, parce que vraiment, enfin, t'as quand même beaucoup de proches, alors plus ou moins proches, mais même dans les vraiment très proches, t'en as quand même beaucoup qui te répondent, «Non mais t'inquiète, ça va le faire». Alors il y a des phases où c'est cool parce que t'as besoin d'entendre ça et que toi-même t'es là-dedans et puis il y a les phases où en fait, t'étais juste venu râler et t'as envie qu'on t'écoute râler et qu'on te dise: «Ah ouais, ta vie elle pue là quand même, hein». Bah ouais, ouais, elle pue, je te confirme et tu peux pas t'en rendre compte et je sais moi que tu peux pas t'en rendre compte, mais du coup, n'essaye pas de me dire que non, ça va aller parce qu'en fait, du coup, tu sais pas et personne ne sait et même le chien, il peut pas me dire si ça va aller donc finalement, en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup de paroles en l'air parce que tu sais que la personne en face, elle en sait rien, qu'elle y est pas passée avant et ça, c'est un truc qui est quand même hyper, chouette et qui fait que ça va vite au CERS. Parce qu'en fait, tu es qu'avec des blessés, tu es qu'avec beaucoup de sportifs quand même et même ceux qui sont pas sportifs, ils sont là parce qu'ils doivent récupérer leur intégrité physique pour reprendre leur travail, parce qu'il y a des militaires, il y a des pompiers, il y a des profs de PS et du coup, tu te retrouves dans une situation où en fait, tout le monde est emmerdé par son corps. Tout le monde a un problème qu'il faut régler. L'immense majorité sort de chirurgie et donc en fait, tes problématiques là-bas, c'est le quotidien de tout le monde et donc soit c'est pas du tout une problématique parce que comme tout le monde est en béquille, bon, bah, oui, tu as des béquilles ou je sais pas, tu as glissé en claquette à la piscine, du coup, tu t'es fait peur et tu as pleuré. En fait, normal parce que tout le monde pleure à la piscine quand tu glisses en claquette et que tu es blessé parce que tu as eu peur. Alors que ça t'arrive à la piscine municipale, les gens, ils vont dire: «Mais qu'est-ce qu'elle veut elle, bah, c'est bon, elle a glissé quoi», et donc tes problèmes sont compris par tout le monde et en même temps, des choses qui seraient un problème pour les autres ne le sont pas du tout parce que ça fait partie du quotidien de ceux qui sont là-bas et je pense que c'est pour ça aussi qu'en très peu de temps, on se fait des amis très, très proches, qui durent ou qui durent pas, mais en tout cas sur le moment, enfin moi j'ai fait des rencontres assez incroyables et je pense que juste de partager ça alors que c'est un moment où tu es quand même hyper, c'est un grand moment de faiblesse au final. C'est un moment où même si à la base tu t'ouvres pas trop, tu es un peu obligé de t'ouvrir aussi parce que, bah, tu es fatigué, tu es blessé, tu en peux plus en fait. Donc si en plus faut que tu gardes ta carapace, c'est la galère et on est vraiment tous dans le même bateau donc c'est beaucoup plus facile de ramer à Mmh. 40 que de ramer tout seul, quoi. Mais oui, c'est clair et justement là tu parles de vulnérabilité parce que c'est clairement, là où vous vous trouvez, quand vous êtes blessé. Qu'est-ce que ça a permis finalement, voilà de doter cette carapace?
Alors je l'ai vite remise quand je suis sortie du CERS. Ouais. En fait, ce qui c'est encore un travail en cours, mais ça fait 25 ans que c'est un travail en cours, donc on y vient. Mais c'est, en fait, juste des fois, ça fait du bien de bah, c'est bête, hein, mais de pleurer, d'extérioriser, de dire ton truc ou de pas le dire, mais de savoir que tu es compris et du coup de te sentir compris. Je pense que c'est ça le plus gros décalage et qui est vraiment dur. C'est alors une fois que tu passes à côté de ton objectif, c'est de te dire: «Ouh là, je suis qui si j'ai pas ça?» Mais pendant que tu es en plein milieu et puis pour les blessures graves ou longues, bah, ça dure assez longtemps, c'est de te rendre compte qu'en fait, dans ton entourage, même les gens qui sont très, très proches de toi, même des fois la famille, même ton copain, en fait, ils tu seras pas compris, pas parce que les gens veulent pas te comprendre, mais parce qu'ils peuvent pas, en fait, te comprendre et du coup, il y a quand même beaucoup de moments où tu sais, il y en a plein, même a posteriori, ils vont te dire: «Ah mais pourquoi tu nous l'as pas dit? On en aurait discuté». Mais en fait, c'est pas que je voulais pas vous le dire, c'est que bon, déjà, tu as pas envie de gêner, tu as pas envie de ressasser tout le temps ton truc et tout, mais en fait, quoi qu'il arrive, même si j'y avais passé du temps, bah, tu le comprendras pas et c'est pas grave, moi je t'en veux pas, mais et je te souhaite de pas comprendre finalement. Mais en même temps, du coup, juste, bah, je suis là avec mon brouillon et tant on devrait faire des groupes Facebook de gens blessés. J'en ai créé un, justement. Bah, il faut, hein, franchement, non, mais c'est vrai, on se rend pas compte, mais il faut avoir été blessé, je pense, pour se rendre compte que même ceux qui sont blessés et qui s'en sont remis, ça fait du bien parce que ça te laisse une porte de sortie de te dire: «C'est OK, en fait». Eux, ils se sont sentis comme ça aussi, ils ont galéré comme ça aussi, ça a été long aussi. Eux aussi, ils ont trouvé ça interminable et quand même, à la fin, ils te disent: «T'inquiète, sois patient, t'inquiète». Donc ça t'apprend quand même toutes ces choses-là. Enfin, c'est en cours d'apprentissage, mais je pense qu'il y a plein de choses que tu remets en question, dans ta vie, alors à juste enfin, à raison ou à tort, mais ça te fait réfléchir à d'autres choses et ça te fait prendre conscience de plein de choses sur toi, sur les autres, sur ce que t'attends aussi peut-être des gens et ou ce que t'attends pas et que tu veux plus du tout. Et mis bout à bout, ça t'apprend plein de choses. Alors c'est pas la façon la plus, confortable de l'apprendre, mais là, tout de suite, je pense que je vois encore pas mal de négatifs de la blessure parce que c'est encore récent et que j'ai pas tout récupéré, donc c'est dur de faire le tri. Mais je sais que dans 10 ans, je dirais que c'était, je vais pas dire un miracle non plus, mais je sais que ça m'aura apporté beaucoup et que déjà maintenant, ça m'apporte beaucoup et si ça peut me faire juste apprendre à me connaître moi et savoir que finalement, je vais passer toute ma vie avec moi, bah, autant que je sache, ce que j'aime, ce que j'aime pas et que je me définis pas que par le sport ou par l'athlé et que certes, c'est une énorme partie de moi, mais en même temps, des fois, je me retrouve à pas dénigrer, mais à dire, «Bah, oui, oui, ouais, je suis en médecine». Enfin, bon après, enfin, c'est des études comme les autres, mais parce que enfin, pour moi, c'est vraiment des études comme les autres et juste, bah, c'est plus dur et c'est des QCM, mais enfin, je pense pas qu'il faille être un demi génie pour, faire ces études-là et je pense qu'à partir du moment où c'est une passion, c'est facile. Par contre, j'ai pas du tout cette vision-là sur le sport parce que je sais que le sport, il y a plein de gens qui l'encaisseraient pas, qui se rendent pas compte d'à quel point c'est dur et en fait, je me rends compte que mes potes à la fac qui ont que les études, ils en disent exactement la même chose et en fait, ça m'a fait prendre conscience aussi que, bah, c'est pas rien non plus et on s'encaisse aussi des années où c'est dur, où tous les jours tu es en train de réviser, tu te prends des murs à l'hôpital, tu encaisses, toute la misère du monde et la souffrance des autres et tu fais éponge et en fait, ça me paraît normal parce que c'est tellement dur au stade que ça me paraît être facile. Mais quand tu prends du recul, bah non, c'est tout aussi difficile. C'est juste que j'ai été un peu formatée comme ça depuis des années. Donc, bah, quand j'ai débarqué à 18 ans là-dedans, je dis, ouais, bah, rien que je ne connaisse pas finalement. Et ça fait du bien aussi de se rendre compte que, bah non, t'as plein d'autres choses et que un jour tu seras médecin et c'est génial. Et bah, au final, ouais, bah, même si tu fais pas les jeux, bah, j'ai envie de dire, on est 99,9% des gens qui n'auront jamais fait les jeux sur Terre. On est quand même beaucoup. Et voilà, donc ça aide à relativiser aussi des choses, de prendre du recul et de voir enfin, d'essayer en tout cas de voir les choses un peu autrement. Et ça n'empêche que dans la seconde où tu peux refaire un truc sur le stade, bah, tu redis: «Ah, je vais faire Los Angeles, je vais faire les Jeux et c'est bon, je me retrouve» et tu repars exactement dans ce que tu as toujours connu. Mais je pense qu'il y a quand même plein de moments où j'oublie pas que je suis passée par là à un moment, que j'y suis encore par moment et que demain, si l'athlé, ça doit s'arrêter, j'ai pas prévu que ça se passe et ça serait un gros truc. Mais en même temps, bah, petit à petit, tu apprends d'autres choses, tu vois d'autres choses, tu te rencontres aussi à nouveau sur d'autres façons, sur d'autres trucs. Tu te rapproches aussi, bah, moi enfin, au niveau même famille, je trouve qu'avec, mes parents et mon frère, on était déjà vachement proches à la base et ça nous a encore plus soudés parce que c'est des gens qui sont toujours là. Enfin, même les grands-parents, au final, c'est des gens qui sont vraiment toujours là et qu'il peut se passer n'importe quoi. Tu bien, t'es pas bien, tu fort, t'es pas fort. En fait, c'est des gens qui te trouvent fort quoi qu'il arrive et qui te trouvaient fort sur plein d'autres trucs
et puis même si tu pas fort, et ben, tu pas fort et c'est OK parce que juste tu leur enfant, en fait, ou tu leur sœur ou et ils se disent: «Ah mais trop cool, en vrai, tu te rappelles quand tu m'as battu au Monopoly à 8 ans?» Du coup, c'est tu remets le truc au milieu du village, en fait. Tu remets l'église au milieu du village à dire, «Mais en fait, c'est quoi qui est important?» Alors Mmh. c'est important, c'est mon projet, c'est mon sport, c'est ma passion et c'est ma vie, mais en même temps, ça dure que tellement peu de temps dans ma vie que finalement, c'est quoi le reste de ma vie? Ah OK, c'est tout ça et ah ouais, OK, c'est aussi important et c'est même encore plus important et ouais, ça soude pas mal, je trouve, dans ceux qui restent et qui sont là, du coup, tu resserres les liens encore plus. Et ouais, tu disais là, par rapport à la question de l'identité et finalement je retourne au sport. Évidemment, bah, l'idée c'est pas d'arrêter, ta plus grande passion et en plus dans un endroit où tu excelles, mais c'est juste d'y aller en conscience, C'est ça. et de te dire: «Bah oui, c'est vraiment là où je suis bonne, où j'adore, où je prends du plaisir». Donc c'est évidemment, on n'enlève pas, l'identité, sportive, mais on en découvre d'autres, en fait. C'est exactement ça. C'est on se dit: «Ah bah, celle-là de facette, elle est fermée ou elle est pas là pour l'instant» mais en fait, tu as juste à ah, j'aurais pu prendre une boule à facettes aussi tiens pour, pour l'objet, parce que c'est plein de petits bouts de miroir qui sont cassés finalement et finalement quand tu les remets tous ensemble, c'est joli. Voilà, j'aurais pu être une boule à facettes. Et aussi, je voulais revenir sur le fait, bah, que tu disais que enfin, ce sentiment d'incompréhension, par ton entourage, mais pas que. Parce qu'on peut pas dire que, finalement, le monde de l'athlétisme t'a aidé là-dessus. Parce que, bah, on en discutait en off, mais, aux JO finalement, bah et pas que pour les JO, mais et dans tous les sports, pas que non plus sur l'athlétisme, tu blessé, bah, finalement tu plus, quoi. C'est vrai qu'en fait, alors je pense au final, même pas encore plus, mais nous, c'est un sport qui est chiffré, donc en fait, c'est vraiment de la performance pure et dure. Il y a des jeunes, il y a d'autres gens qui sont derrière et on est quand même une nation où on a besoin que de quelques têtes d'affiche et on se rend pas compte qu'en fait, il y en a un qui part, on le remplace par quelqu'un d'autre et on sait pas non plus enfin, je pense que les Américains, par exemple, enfin les Anglo-Saxons d'une façon générale, ils arrivent à gérer, la blessure, le malheur, les trucs comme ça parce qu'ils parlent de tout et ils parlent assez facilement. Ils sont quand même alors très, voire trop positifs, mais ils ont toujours un mot et moi, je le vois même sur les compètes quand, tu discutes avec d'autres sportifs, quand ils te voient au jeu, quand tout le temps ils viennent te voir, ils font des câlins et ça va comment et tu en es où et tu sens qu'ils ont vraiment un intérêt et qu'ils savent quoi te dire même si c'est bateau et du coup, ça fait plaisir et je pense qu'en France, on n'a pas ce truc-là de d'aller facilement vers les gens et de bah, ouais, en fait, même quand ça pue, même quand c'est nul, même quand c'est une contre-perf, quand c'est une blessure, mais c'est trop facile de dire des choses, sympas que quand ça va bien et que c'est facile. Un bravo, tout le monde va te le dire. Un bon courage, bah, il y en a pas beaucoup qui vont le dire parce que du coup, ça veut dire: «Ah, tu me fais pitié» ou j'en sais rien, mais et moi ça, je l'ai senti vachement parce qu'en fait, tu deviens un anonyme. Il y en a quelques-uns qui se rappellent et qui t'envoient un message parce que: «Ah, on était à tel truc, on a pensé à toi. Ah, c'est les 1ers France où tu es pas là, donc ton titre, c'est toi qu'on annonce parce que tu es champion de France en titre». Que, bah, quand il y a eu les mondes en salle, quelques-uns m'ont envoyé un message parce que, bah, ils se rappellent qu'1 an avant, au monde en salle, bah, c'était moi et c'était pas glorieux. Mais il y en a vraiment très peu par rapport au nombre de gens qui sont là quand tu perfs, quand tu fais une finale, quand tu fais un podium, que ça te fait te rendre compte aussi qu'à la fin, tu es quand même juste un numéro sur un dossard accroché sur un maillot et bah, si c'est pas toi, ce sera un autre numéro, en fait. Mmh. Après, ça remet aussi l'église au milieu du village, hein, pour le coup, tu apprends l'humilité et je pense que ça me servira aussi pour la suite de savoir que, bah, quand tu gagnes pas tout le temps, que quand il y a des gens qui sont là, c'est peut-être pas forcément, ton meilleur pote, c'est peut-être juste, quelqu'un qui est là parce qu'à ce moment-là, tu es bon et qu'en fait, le jour où tu es plus bon, bah, il est plus là et ça vaut pour tous les milieux. Je pense que tu l'apprends à la dure, mais du coup, tu l'apprends et c'est vrai que, bah, des fois, tu t'attends à ce que tel sponsor ou tel, représentant d'une institution ou bah, t'envoie un message, prenne des nouvelles et le fasse pas juste le jour de la blessure, mais quand à ce moment-là, il y a 3000 messages, mais aussi quand c'est à 6 mois et que, bah, à la base, tu fais partie de l'équipe de France, tu te blesses avec le maillot bleu. Je peux pas faire plus d'investissement dans l'amour du drapeau que ça, quoi. Il y a un moment où je me suis pas blessée dans mon salon en glissant sur une chaussette, donc mis bout à bout, ouais, tu dis: «Ah ouais, OK, en fait, on est vraiment juste un numéro». Et tu as pu participer aux JO d'une autre manière? Dans les tribunes. Voilà, où j'ai participé en tant que spectatrice. Mais non, j'ai pas participé aux JO, j'aurais bien aimé parce que je pense que ça m'aurait fait vivre le truc, différemment. Je pense que ça aurait été dur sur certaines choses, mais de toute façon, c'était dur, que je sois dans les tribunes, dans mon canapé ou au village, ça aurait été dur parce que c'est pas là que je voulais être à fond. Mais en même temps, j'avais tellement de ressources à ce moment-là
pour partager, pour, remettre de la bonne ambiance. Bah, en fait, moi, je voulais vivre mon truc quand même, donc je pense qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose au village, de faire quelque chose, au stade, d'être, enfin, je sais pas, mais des idées, j'en ai plein. Après, ce qui était faisable, pas faisable, je sais pas, mais au final, non, j'ai participé au jeu parce que j'ai payé mon billet dans les tribunes, et parce que pour certaines places, c'était les places qui m'étaient prévues pour ma qualif, parce que pour le coup, comme j'étais sélectionnée jusqu'au bout, bah, mes parents avaient les places de la qualif. Mais pour ce qui est de la finale homme, et cetera, c'est on a acheté des billets comme tout le monde et j'ai mis mes fesses dans les tribunes, comme tout le monde. Et si là on parle plus finalement de tout ce que ça, enfin pour l'instant ce que ça t'a apporté la blessure. Si s'il y avait une seule chose où pour l'instant tu dis ouais ça m'a vraiment aidé, ce serait laquelle? Il y a quand même beaucoup de choses et elles sont toutes importantes, mais si je pars du principe que c'est pour, ma carrière à venir, c'est encore en cours et je pense que de toute façon ça se travaille toute ta vie, mais enfin j'avais déjà la tête dure et j'avais peur de rien et je me mettais déjà moi-même un peu dans la tête que de toute façon, si tu as un truc en tête, bah, tu peux le faire. Mais là, j'avoue que je pense que si je survis à ça, je suis invincible dans mon sport. Et alors, je serai peut-être pas la meilleure quand même et il y aura peut-être plein de choses qui seront quand même compliquées et ça n'enlève pas tout. Mais par contre, dans un sport où en plus tu as un aspect mental, bah, en fait, les blessés qui reviennent, tu peux pas faire plus, je pense, en résilience, en acceptation de l'échec, en retour en arrière, énorme et tu dois tout reconstruire et en fait, tout ce que tu as pu construire quand tu avais 14 ans et que tu commençais le début, tu dois le reconstruire mais avec ta maturité d'après et du coup, ça t'amène encore autre chose et en fait, je pense que le jour où je ressaute et où je suis à nouveau en équipe de France, mais j'arrive pas à imaginer un truc qui pourrait m'arrêter. Alors si, ma cheville du coup, mais c'est tellement géré, enfin sur ça, on a plein d'options, d'apprendre et de percuter que tu es résilient, que tu es hyper solide et qu'en fait, heu, ça c'est vraiment grave. Bah non, je te rappelle, il y a 3 mois, ton os il nécrosait, tu avais plus le droit de courir de ta vie et quand même, tu t'es pas noyé dans un verre d'eau et tu as continué à te lever le matin, à faire des trucs, à t'accrocher et tu avais mal tous les jours et là quoi? Là, tu as la flemme? Bah non en fait et du coup, je pense que sur tout ça, ça va être une plus-value, énorme dans ma carrière à terme. Alors pour l'instant, c'est encore un peu Heu, entre 2 parce que je peux pas encore faire tout ce que je veux et parce que j'ai pas encore repris la compète, même si ça ne saurait tarder. Mais, je pense que vraiment, ouais, sur ces trucs-là, ce qui te tue pas te rend plus fort et dans le sport, je pense que je vais m'en rendre compte assez vite. Ouais parce que justement tu prépares de beaux projets. Ouais, bah, là, j'ai mes compètes, la semaine prochaine finalement, je reprends et mais c'est vrai que c'est bête parce qu'en plus, avant, je l'aurais annoncé, à fond sur les réseaux sociaux: «Ah, je reprends mes compètes», juste parce que tu es content. Et là, en fait, juste, j'ai appelé, en gros, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit: «Ah, c'est à Marseille, est-ce que vous pouvez être là? C'est pas loin». Parce qu'ils étaient là quand je me suis blessée et je voulais trop qu'ils soient là quand je reviens parce que déjà, ils ont été là non-stop, mon frère, c'est pareil et on a tellement tous été au fond du trou quand c'était dur que tu te rends compte que le moment important, c'est qu'aussi ils soient là quand ça marche et mis bout à bout, ouais, c'est, bah, typiquement ce genre de truc, les réseaux, ça devient vachement secondaire et ça peut aider. C'est important aussi de le faire parce que c'est une partie du travail et parce que, bah, il y a les sponsors et cetera. Mais en fait, ce qui compte au final, c'est toi, ce que tu envies, ce que les autres envient, ce que tu partages aussi et ce que tu répands, on va dire, quand tu sautes, quand tu fais des perfs, quand tu te blesses et c'est vrai que ça, par rapport aux proches, tu diffuses tellement de choses de joie, de moments de bonheur, de tristesse aussi quand ça marche pas pour eux, mais parce qu'ils sont tristes pour toi, que là, presque la perf, je m'en fous, j'ai juste trop à cœur de pouvoir le vivre avec eux et qu'on se dise après à la fin au bord du tapis: «Putain, on l'a fait, ça y est, je ressaute et je suis en compète» et même si c'est je sais pas combien je vais faire, mais même si c'est, pas une grosse perf, de le clin d'œil de: «Merci et on continue la suite», quoi. Mais Donc oui. pour l'instant, c'est ça en très court terme et après, bon, bah, comme d'habitude, j'ai toujours plein de projets et plein d'objectifs et j'ai envie de faire les mondes en septembre parce que je pense que c'est faisable et en même temps, je reste quand même toujours, un peu plus, avec un pas de recul qu'avant, de dire: «Bon voilà, c'est faisable». C'est clairement l'objectif parce que je suis comme ça, mais en même temps, ça peut être plus long. Il peut y avoir des petits retours en arrière à certains moments. Ce sera peut-être plus dur que prévu. Il va peut-être me manquer beaucoup de prépa physique par rapport à l'année qui est passée.
Donc si ça se fait pas cette année, ça se fait pas cette année et ce sera OK. Mais enfin, ce sera OK. On fera peut-être un autre podcast pour dire qu'en fait, c'était pas OK du tout. Mais enfin voilà, c'est l'objectif sans que ce soit non plus une grosse pression dans ma saison de me dire: «Il faut absolument que je le fasse, sinon j'arrête tout, quoi». Et c'est, marrant que finalement tu changes, l'objectif, non plus résultat, mais, bah, de passer un moment, avec ma famille et ça, c'est quand même beaucoup moins de pression. Ouais, franchement, après bon, on reste C'est compétiteur, sûr. donc moi j'ai des perfs en tête et je commence déjà à faire mes calculs par rapport à ce que ça donne à l'entraînement, ce que ça pourrait donner avec un peu plus d'élan. On est comme ça et je pense que c'est ça aussi qui fait que, bah, on en veut toujours plus et on en fait toujours plus. Mais c'est vrai que sur ce qui est important pour moi sur cette première compète spécifiquement et sur toutes les premières fois depuis Glasgow, c'était même pas que moi je puisse le refaire, c'était quand je le faisais, je me disais: «Ah putain, je vais appeler mes parents après, je vais leur dire, vous savez pas quoi, j'ai ressauté». Et à chaque fois, c'était une folie parce que finalement, tu te retrouves en FaceTime avec tes parents et ton frère et tu fais durer le truc: «Ah, vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui?» Puis ils cherchent et en fait, ça fait tellement des mois et ils s'attendent tellement à ce que, je sais pas, tu sautes de joie que j'ai pu jouer le truc et après je leur ai dit: «Ah beh, j'ai ressauté, folie», tu leur envoies les vidéos. C'est des Il y a plus rien qui devient une banalité, en fait et du coup, tu as l'occasion de partager tellement de choses qui vont faire tellement plaisir à tout le monde que, bah, c'est trop chouette. C'est Noël, tous les mois, en gros. On arrive sur la fin, si tu pouvais, remonter le temps et parler, à la version de toi au moment de ta blessure, qu'est-ce que, tu lui dirais? Pouf, force et honneur. Ouais, je pense, que c'est le premier jour du reste de ta vie. Mmh. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé et je pense qu'il y a des choses même profondément en toi qui changent, pour toujours. Alors tu deviens pas complètement une autre personne, mais tu en apprends tellement et en même temps, tu tombes de haut sur tellement de choses aussi que ça rebat complètement les cartes et qu'à partir de ce moment-là, tu as le droit d'en faire ce que tu veux et c'est un peu comme un nouveau départ, même si, il y a plein de choses, je rêve de les récupérer comme avant. Il y a plein de choses où tu te dis: «Bah, en fait, là, j'ai eu l'occasion de tout reconstruire et de repartir à zéro sur certains trucs hyper importants» et en même temps, bah, le truc que je voulais pas recommencer, en gros, tu montes ta tour de cap là, on te l'a fait tomber, bah, vas-y, maintenant recommence, bon courage, mais tu peux la faire mieux que la première fois. Mmh. Trop bien de consolider, les bases fondamentales et d'aller, prendre la direction finalement qui te convient vraiment, quoi. C'est ça. Mmh. Et enfin, quel message t'aimerais, adresser à nos auditeurs qui, potentiellement sont blessés en ce moment? Ne mettez pas tout sous le tapis comme moi, ou alors faut avoir un très, très grand tapis parce que sinon ça devient vite la galère. Mais ouais, non, de pas se enfin, je vais dire de pas se fermer à tout le côté psy, prep mental, enfin de ouais, vraiment que mais même si c'est un pote ou les parents ou mais de pas hésiter à le dire, en fait et à dire des fois juste, bah, là, ça saoule, en fait et c'est dur et de dire les choses telles quelles parce qu'en fait, en met les gens à qui tu dois parler parce que c'est les bonnes personnes, tu les saouleras pas et si tu finis par saouler des gens et qu'ils te le disent, bah, c'est que c'était pas les bonnes personnes et moi, ça, je l'ai appris, à la dure, on va dire, mais en fait, tu percutes ça aussi et c'est trop dommage parce qu'il y a plein de gens à qui j'ai pas parlé parce que du coup, je voulais pas saouler et puis je me suis retrouvée avec un truc tellement gros que, bah, les personnes dont c'est le métier, je voulais plus leur parler parce que ça faisait trop et je pense que ça a été un peu alors une perte, je sais pas, parce que finalement, tu reparles et tu redéconstruis le truc et tu refais bien. Mais en tout cas, une perte de temps, ça c'est sûr, parce que pendant ce temps, tu pas bien et tu parles pas et tu t'enfonces dans ton truc. Tu essaies de t'auto-convaincre que non, c'est OK, ça va le faire et puis ça sert pas à grand chose parce que tu rames dans le vide au final. Donc je pense, ouais, vraiment de foutre quelques trucs sous le tapis, c'est bien et le temps fait les choses pour ce qui va dans le bon sens, le temps fait les choses. Pour ce qui est logique, le temps fait les choses. C'est ce que je disais la dernière fois, mais quand tu perds tes grands-parents, c'est très triste, mais c'est dans l'ordre des choses, donc tu peux t'en remettre et le temps vraiment fait passer à autre chose. Quand il t'arrive un truc et que c'est dans l'autre sens, tu perds un enfant, tu perds un projet alors que tu t'y attendais pas du tout, ça quelque chose, je sais pas, qui t'était dû depuis des années, puis au dernier moment, ça va à quelqu'un d'autre. Enfin, quand dans ta tête, c'est pas dans l'ordre des choses et que ça devait pas se passer comme ça, le temps seul ne résout rien et donc il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu en parles, il faut que tu travailles dessus, il faut que tu l'exprimes, faut que tu ailles, je sais pas, crier dans une forêt, je m'en fous, mais en tout cas, faut pas rester tout seul avec son truc parce que tu te trimbales avec un sac à dos avec du plomb à l'intérieur et en fait, du coup, tu avances très doucement. Alors que si juste tu vides ton sac, ben, tu as toujours ton sac à dos et peut-être j'aurai un sac à dos toute ma vie du coup, mais au moins il sera vide et du coup tu t'avances plus vite et tu peux faire plus de choses et puis tu le vis mieux juste.
parce que ta vie, elle sera tout aussi galère qu'avant que tu en aies parlé, mais au moins ça libère un truc et tu en as parlé et du coup, tu sais comment gérer ta vie qui est galère. Ouais, c'est ultra intéressant que tu en parles parce que oui, évidemment, pour les sportifs, c'est gros, c'est émotionnellement, ça prend toute la place. Mais en fait, nous professionnels, bah, en fait, on sait le gérer. Donc, surtout, faut pas hésiter de venir en parler parce que voilà, si vous, ça a un impact très fort, nous, on va pouvoir vous amener à le déconstruire, à enlever la charge émotionnelle. Et en fait, il y a pas de sujet tabou. Et au C'est plus ça. tôt on l'aborde, bah, au plus tôt, bah, votre reconstruction pendant bah, finalement la pause forcée, elle se fait plus facilement et plus légèrement. Je pense on oublie, assez vite que finalement c'est pas notre taf. Enfin, c'est notre corps et c'est notre tête, donc finalement c'est notre responsabilité, mais en fait c'est pas notre métier et depuis petit on apprend à être sportif, on n'apprend pas à être blessé et du coup, on apprend à voilà gérer l'échec, mais l'échec tout est relatif parce que même si tu te rates, au jeu, tu en auras d'autres et puis si tu te rates à une compète, il y en aura une autre la semaine prochaine et si tu fais une contre-perf, bah, tu auras l'occasion de rebattre ton record. Tu sais que c'est pas définitif. Je pense que le truc de vraiment passer à côté de quelque chose, d'être blessé, en fait, tu sais pas gérer parce que tu pas besoin de gérer ça quand tout va bien, en fait. Donc du coup, tu jamais appris à le faire et tu te retrouves avec ça sur les bras, genre: «OK, je sais pas faire un puzzle et là, on m'a balancé 1000 pièces et je fais quoi de tout ça?» et du coup, bon, bah, je vais prendre les pièces et je vais les mettre quelque part, on va les laisser comme ça va peut-être le faire. Alors que, bah, faut juste qu'on t'apprenne à faire un puzzle, en fait. Exactement, exactement. Alors dernière question, si, il y avait un fêlé dont tu aimerais écouter, l'histoire, tu penses, à quel sportif? J'ai une partie de son histoire parce qu'on a discuté quand même régulièrement, mais j'aurais dit, Hilary Pacha parce qu'elle se fait les croisés juste avant les Jeux de Tokyo alors qu'elle était à 1 centimètre des minima et derrière elle a travaillé d'arrache-pied pendant, 4 mois pour finalement faire Paris et je pense qu'il y a un peu de alors c'est une bonne copine donc il y a ça aussi, mais il y a surtout le fait que, bah, là moi du coup je suis dans sa situation juste avant Tokyo, mais c'était Paris. C'est hyper motivant de se dire que, bah, malgré tout et les galères et le fait que ce soit long, que tu passes à côté du truc, elle a quand même taffé ce qu'il fallait pour qu'à la fin elle fasse, Paris, qu'elle s'amuse, qu'elle fasse d'autres championnats et du coup, bah, je me dis que si j'écoute son histoire un peu plus en détail, je pourrais suivre son chemin un peu plus en détail aussi. Eh bah, top, alors on je la contacterai pour qu'elle fasse un épisode avec plaisir. Trop chouette. Merci beaucoup, Margot, pour, cet échange, passionnant. Parce qu'on sent que tu le vis à fond et merci pour, ton humilité et ta sincérité dans tes partages. C'était vraiment, un moment très agréable. Bah, merci beaucoup à toi pour, mettre la lumière un peu sur ce sujet et laisser la parole aux blessés finalement. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlé, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation avec un s-du6 coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.